Bonsoir à tous. On va laisser les retardataires rejoindre leur place. Très bien. Bonjour à tous. Mon nom est Didier Pourquerie. Je suis directeur de la rédaction du site The Conversation, qui est partenaire des médias de cet événement. Et nous allons, pour ce dernier panel de la journée, nos intervenants vont traiter du sujet « Comment soutenons-nous la réduction des inégalités et le renforcement du lien social ?» avec différents points de vue. On va le voir. Avec nous ce soir pour parler de ce sujet, tout d'abord de votre droite à votre gauche, Jean-Pierre Marcelli, qui est directeur exécutif de la direction des opérations au sein de l'Agence française de développement, qui a d'ailleurs commencé sa carrière à l'AFD, je regardais ça, en 1988. Et depuis 1988, vous avez été sur beaucoup de zones différentes, beaucoup en Afrique subsaharienne, mais aussi beaucoup au Caire, à Nairobi, enfin dans beaucoup d'endroits sur le terrain. À côté de vous, Michel Houdbine, bonsoir. Vous êtes chef économiste à la Direction générale du Trésor depuis septembre 2015 et auparavant, vous avez été successivement sous-directeur des affaires européennes, puis chef du service des politiques publiques au sein de la Direction du Trésor. Entre autres, j'aurais pu citer d'autres postes intéressants pour le débat que vous avez tenu, comme par exemple chef du bureau analyse macroéconomique internationale. Et à côté de moi, François Bourguignon. Bonsoir François Bourguignon. Vous êtes économiste, statisticien, vous êtes chair émérite à la Paris School of Economics et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et on vous connaît tous pour avoir été de 2003 à 2007 économiste en chef et premier vice-président de la Banque mondiale à Washington. Mais avant de commencer le débat, je voudrais qu'on passe la parole à la personne qui n'est pas là, parce qu'elle devait être là ce soir, c'est Vera Songwe, qui est secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Et elle n'est pas là, mais elle nous a envoyé une vidéo sur l'état du sujet pour l'Afrique. Et je vous suggère de commencer cette table ronde en regardant et en écoutant Vera Songwe, s'il vous plaît. So in the last 10 years, Africa has grown quite substantially, but we see that growth dipped in 2015 to about 3.1. It's picking back up to 3.8. Of course, when you have those kinds of huge dips in growth, inequality suffers, poverty suffers as well, because we have more people falling below the poverty line. Inequality has been particularly affected, and we know that in Africa, inequality ranges from about 27.27 in Algeria to countries or sub-region, I would say, that is, I think, quite unequal, which is the Southern Cone, with South Africa, I think, standing out as particularly with very, very high rates of inequality. We know that the Gini coefficients in countries like Zimbabwe, Namibia, and to some extent in Angola are quite steep, with almost 20% of the population really earning 60% of the overall wealth. Another aspect that is affecting inequality on the continent is the economic divisions of the sectors. Most of Africa is still in the agriculture sector. That is where I think prices haven't caught up. Prices remain low because of the fact that we are not doing as much value added as we have to. And of course, when you're in the agriculture sector, you depend on the weather, you depend on external prices. And so we need to ensure that as we work towards the CFTA,
we begin to bring particularly our agricultural value chains where we find women and where we find the youth into global value chains where we can ensure that farm gate prices are reflective of end factory gate prices as well. Two things that we can do to ensure that we are targeting our work around inequality, and of course the SDGs say that we should leave no one behind, is to begin to deliberately put in place inclusive growth policies. This means that when we take policy, we need to ask how it affects those at the bottom end of the chain. I think primarily social protection is an important part. We have the experience. We have experience from Brazil, but we have experiences from countries on the continent, Kenya, Ethiopia, where we are, has an important social protection program. Senegal has a social protection program. I think issues around universal health care, Gabon has launched a universal health care program. Cote d'Ivoire is looking at it. So there are countries that are working to ensure that the bottom end of the economic spectrum is included in the growth process through transfer programs that are efficient, that are effective, and that are transparent. That is what we do with the bottom end. I think at the top end, of course, it's around looking and ensuring that we're able to get the right kinds of fiscal imposition on the goods, and also particularly that policy is not policy that becomes regressive, because if you have regressive policies, regressive meaning that the impact of the policies are heavier on the poor, then you're actually accentuating inequality. And so we need to make sure that some of these policies are looked at and changed. Très bien. Donc, on a vu là deux voies autour de la protection sociale et autour de la fiscalité. François Bourguignon, en partant de votre expérience comme économiste ayant porté le sujet des inégalités auprès des bailleurs de fonds, quand vous regardez tout ce qui s'est passé, notamment en termes de redistribution, comment vous jugez la situation et quelles sont les actions vraiment utiles ou en tout cas efficaces? Oui, merci beaucoup et merci aux organisateurs pour cette conférence extrêmement intéressante. Oui, je voudrais parler de la redistribution. En fait, je voudrais aborder 3 points rapidement. D'une part, poser la question de quelle redistribution pour des économies en développement. Il n'est pas du tout clair que la redistribution telle qu'on l'entend dans les pays avancés soit le type de redistribution qui est nécessaire. Le deuxième point, c'est, je voudrais dire un mot sur la cohésion sociale, qui est un sujet assez difficile à aborder en termes de politique économique. Et puis finalement, je voudrais dire un mot très rapide sur l'économie politique des réformes, qui me semble un thème qui a été peu abordé jusqu'à présent dans cette journée. Sur la redistribution, en premier lieu, on peut très bien dire, pour diminuer l'inégalité, redistribuons en prenant aux plus riches et en donnant aux plus pauvres. D'ailleurs, même, on n'est même pas obligé de prendre aux plus riches plus qu'aux plus pauvres. On peut prendre de la même façon à tout le monde et puis donner une grande partie du produit de cette collecte aux plus pauvres. Donc ça, je dirais que c'est une façon de diminuer l'inégalité. Est-ce que, dans la ligne de ce qui a été discuté plus tôt aujourd'hui, est-ce que cette résorption ou cette diminution de l'inégalité va améliorer le potentiel de développement, le potentiel de croissance d'un pays? Et là, je pense que ça n'est pas le cas. Ce qui est nécessaire, c'est de donner aux plus pauvres une meilleure capacité de générer des revenus. C'est-à-dire que l'inégalité qui compte dans le processus de développement, ça n'est pas nécessairement l'inégalité des revenus, c'est l'inégalité du potentiel de revenus de la part des individus. Donc ce qui compte, c'est que tous les gens aient une éducation de base qui soit satisfaisante. Alors que dans un très grand nombre de pays, on constate que même si les gens ont été à l'école jusqu'à la fin du primaire ou même dans la première partie du secondaire, l'acquis scolaire est tout à fait négligeable. Donc ces gens ont un potentiel de génération de revenus qui est très très faible. Et on peut multiplier les exemples de ce type-là. À partir du moment où on a peu de relations, peu de collatéral pour pouvoir emprunter de façon à entreprendre un investissement qui pourrait être très profitable, ça ne se passe pas et on a des occasions de génération de revenus qui sont purement et simplement gâchées par le manque d'accès à certains services comme le crédit. On peut multiplier les exemples de ce type et montrer que
ce qui génère de l'inefficacité économique et ce qui génère ce qui diminue le dynamisme de l'économie, c'est cette inégalité, appelons-la l'inégalité des chances. C'est le terme qu'on utilise en français, ce serait bien inequality of opportunities en anglais. Et à partir de là, on comprend que l'inégalité des chances génère en même temps de l'inégalité des revenus, génère en même temps une inefficacité de l'économie. Et donc, si on arrivait à modifier l'inégalité des chances, à la réduire, on contribuerait en même temps à diminuer l'inégalité des revenus et améliorer l'efficacité de l'économie. Mais les choses sont légèrement plus compliquées que ça, puisque l'inégalité des chances elle-même est dépendante de l'inégalité des revenus. Donc on a une sorte de cercle logique qui est le cercle que l'on veut analyser et sur lequel on veut intervenir en termes de redistribution. Et donc, pour en arriver aux politiques qu'il faudrait ou qu'il faut mettre en œuvre, je pense que ce qui est important, c'est effectivement de redistribuer en prélevant, si possible, de façon progressive, c'est-à-dire avec un taux qui augmente avec le niveau de revenus des gens, une certaine masse fiscale, et de l'utiliser pour investir dans la capacité des plus pauvres, investir dans le capital humain, investir dans les infrastructures qui entourent les quartiers pauvres, faciliter purement et simplement la génération de revenus par les plus pauvres. C'est le type de redistribution qui va en même temps, à terme, diminuer l'inégalité des revenus et, à terme, rendre l'économie plus dynamique. Et je crois que c'est ce type de redistribution qu'il faut envisager. Alors, je disais au tout début, la façon dont on prélève les masses nécessaires pour financer cet investissement en capital humain, appelons-le de cette façon, de la partie la plus pauvre de l'économie, des 50% les plus pauvres de l'économie, disons, eh bien, on peut le prélever de façon parfaitement neutre. Et c'est la plupart du temps ce qui se passe dans les pays. Soit c'est un prélèvement neutre à travers des taxes indirectes qui sont invisibles, soit ce ne sont même pas des prélèvements, ce sont des rentes qu'un gouvernement peut obtenir à travers les exportations de matières premières ou éventuellement d'ailleurs des sources de revenus qui viennent de l'aide au développement. Le point important ici, et je vais en arriver dans un moment à mon deuxième point sur la cohésion sociale, c'est le fait que les recettes qui sont utilisées par le gouvernement pour éventuellement investir chez les plus pauvres, ces recettes ne sont pas perçus comme étant des prélèvements sur les citoyens du pays. Et c'est un reproche qu'on a souvent fait à l'aide et aux rentes des matières premières, en disant c'est quelque chose qui va contre la démocratie, dans la mesure où les gens n'ont pas du tout le sentiment d'avoir contribué au financement de la politique de redistribution du gouvernement. Et dans ces conditions-là, le gouvernement ou les gouvernements sont peu redevables à leurs citoyens des décisions ou des politiques qui sont mises en œuvre. Et de ce point de vue-là, évidemment, en ayant un impôt qui est effectivement prélevé sur le revenu, en tout cas d'une partie de la population, de façon tout à fait transparente, on contribue à un peu plus de démocratie, un peu plus de cohésion sociale et un peu plus de redevabilité et donc de transparence de la part du gouvernement. De ce point de vue-là, je crois qu'on peut remarquer que relativement peu de pays ont des systèmes d'imposition du revenu des personnes physiques qui soient très avancés. Dans certains pays, ça existe, mais le système prélève une part très très faible du revenu total. Ce qui est surprenant, c'est le fait que la technologie qui permettrait d'être plus efficace, de lutter contre l'évasion fiscale, etc., est disponible. On peut utiliser, tout le monde, dans un certain niveau de revenus, dans la plupart des pays, utilise des cartes de crédit, utilise des comptes bancaires. Et même des comptes bancaires qui passent par les téléphones mobiles. Et donc, il est tout à fait possible de contrôler
en tout cas les dépenses de consommation de la part des personnes physiques, et donc d'asseoir des prélèvements sur ce type d'informations. Se pose la question de la raison pour laquelle les progrès réalisés dans cette direction-là sont aussi faibles dans la plupart des économies en développement. Donc j'ai dit, je passe à la cohésion sociale, j'ai dit qu'effectivement, un impôt qui est transparent, qui est prélevé de façon évidente sur au moins une partie de la population, doit contribuer à la cohésion sociale, dans le sens où chacun, d'une façon ou d'une autre, contribue à une redistribution, contribue au financement de dépenses publiques jugées importantes. La cohésion sociale, c'est aussi autre chose, et on en a parlé aujourd'hui, c'est aussi lutter contre l'inégalité horizontale, l'inégalité qui existe entre des groupes différents d'individus qui ne sont pas traités de la même manière par le marché du travail ou par le marché du crédit parce qu'ils n'appartiennent pas au même groupe ethnique que la majorité ou parce qu'ils n'ont pas le même genre, ils ont un genre particulier. Donc là aussi, il y a une lutte à faire. Ce n'est plus de la redistribution, c'est vraiment lutter contre un certain type de discrimination. Et là, j'ai peur que seule la loi interdisant la discrimination et punissant la discrimination soit le seul recours. Dans certains cas, éventuellement, les politiques de discrimination positive peuvent jouer un rôle. Je ne suis pas sûr que ce soit extraordinairement efficace. Mais il me semble que quand on parle de cohésion sociale, c'est plutôt ce type d'inégalité qu'on a en tête. Et là, la redistribution ne joue pas un rôle particulier. La redistribution, telle qu'on la conçoit habituellement, ne joue pas un rôle particulier. Je termine avec une remarque sur le problème de l'économie politique. Ce que je viens de dire, ce que proposent la plupart des organismes, la plupart des chercheurs qui travaillent sur ces questions de développement, ce que préconisent l'AFD, la Banque mondiale et tous ces organismes, c'est effectivement, si ces réformes étaient mises en œuvre, contribuerait très directement à diminuer les inégalités, diminuer la pauvreté et améliorer le processus de croissance et de développement des pays considérés. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces réformes qui se mettent en œuvre de façon plus ou moins spontanée, une fois qu'on a démontré l'utilité et l'efficacité potentielle de ces réformes? Bien évidemment, c'est l'économie politique. On a parlé à plusieurs reprises des élites qui pouvaient capturer les gouvernements. C'est quelque chose que l'on observe à peu près dans n'importe quel pays. Et ce sont ces élites qui vont évidemment bloquer des mesures qui, d'une façon ou d'une autre, vont aller à leur encontre. Souvent, d'ailleurs, avec des motivations qui sont des motivations de court terme, sans réaliser que, dans le long terme, eux aussi, cette élite aussi, peut être gagnante à ce type de redistribution. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que, comme le disait Alice dans la session précédente, je crois qu'il faut persévérer, il faut mettre sur la table ces réformes possibles, il faut les rendre, organiser de la publicité autour de ces réformes, parler avec les différents groupes sociaux, les différents groupes politiques à l'intérieur des pays, et être sûr qu'à un moment ou à un autre, le jour où il y aura un choc dans cette économie, peut-être un jour où un printemps à l'arabe pourra avoir du succès, éventuellement ces réformes seront mises en œuvre, seront prises. Mais qu'elles soient sur la table et qu'au jour où il y a un choc qui permette une transformation de l'économie, qu'elles soient disponibles et qu'elles puissent être appliquées directement. Je crois que c'est dans cette direction qu'il faut travailler. Merci François Bourguignon. Alors, Michel Houdbine, quand on parle de réforme, de transformation économique, etc., on se dit qu'est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut tirer de la lutte contre les inégalités dans les pays développés, des choses qui peuvent fonctionner et qui peuvent être éventuellement, qui peuvent servir de base à d'autres pays. Oui, merci, bonjour à tous. Avant de répondre à un peu la question du quoi faire, il me semble qu'il y a sur les pays développés
un point important à faire qui est que la situation est très différente d'un pays développé à l'autre. Et ça dépend aussi de quelle inégalité on parle. Et donc, je vais le faire très rapidement. Si on regarde par exemple un indicateur d'inégalité très agrégé qui est ceux qui offrent du travail et ceux qui sont plutôt les capitalistes, donc en regardant la rémunération du travail par rapport à la rémunération du capital dans les pays développés, on va voir que aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, la rémunération du capital a fortement augmenté ces dernières années, alors qu'en France et au Royaume-Uni, elle a été plutôt stable. Si je regarde en revanche un autre indicateur qui est plutôt les inégalités au sein des revenus, donc je regarde les individus et combien ils récupèrent de revenus, après redistribution, là aussi on va avoir une autre façon de voir les choses. On aura toujours des inégalités qui progressent fortement aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, mais la France, dans ce concert, est un peu toujours atypique avec des inégalités qui sont globalement stables. Il y a une troisième dimension, c'était le principal point de l'intervention de François Bourguignon, qui est la question en matière d'opportunité, donc à savoir comment, à minima, les enfants, quelle est la trajectoire des enfants par rapport à celle de leurs parents. Et là aussi, on trouve des différences vraiment considérables entre les pays développés. Et là, pour le coup, la France se place dans une situation qui est beaucoup moins favorable. Si j'en crois les dernières évaluations de l'OCDE, on place plutôt en queue de peloton. Puis il y a une quatrième dimension qui est les questions d'inégalité territoriale, qui s'ajoutent un peu aux dimensions précédentes. Dimension qui me semble avoir été un petit peu, je dirais, j'ai écrit négligée, mais par les économistes, mais aussi pour de bonnes raisons. C'est qu'il n'y avait pas forcément des données tout à fait toujours disponibles. Mais en revanche, depuis quelques années, c'est vraiment quelque chose qui est regardé de manière très sérieuse. Et je crois que ce qui est frappant là-dessus, c'est que tous les pays développés, pour le coup, sont affectés par des choses qui sont quand même très, très similaires. Alors je le fais très simplement. Un choc économique, que ce soit du commerce, mais probablement aussi du progrès technique, se traduit localement par moins d'emplois par les entreprises qui sont touchées. Les personnes essayent de se réemployer ailleurs, mais en général, il n'y a pas assez d'emplois. Du coup, on a du chômage, baisse des revenus. Et ces effets peuvent avoir des effets de très longue durée. Donc je crois que ça, c'est un point qui est extrêmement important à avoir en tête et malheureusement n'est pas corrigé par les questions de mobilité qui restent toujours insuffisantes pour faire face à ces difficultés. Et il me semble que sur ces questions-là, notamment d'inégalité territoriale, il y a deux points principaux auxquels on fait face, donc une question de mobilité que je viens d'évoquer, et évidemment la question de adaptation de l'offre de qualification à la demande de qualification locale. Typiquement, quelqu'un qui était spécialisé dans l'entreprise qui a disparu a beaucoup de mal à retrouver un emploi localement. Et là aussi, pour placer un peu la France par rapport aux autres, la France se situe pas trop mal, je dirais, dans ces questions d'inégalité territoriale. On n'a pas des problèmes du type le Mezzogiorno ou l'Allemagne de l'Est, comme on peut connaître chez certains de nos partenaires. Il y a évidemment l'Île-de-France qui est atypique par rapport au reste du territoire, mais le reste du territoire est globalement plus homogène. Alors sur les causes des inégalités, vous en avez sans doute parlé toute la journée, donc je n'y reviens pas, j'en dis simplement un mot. À mon sens, il y a deux causes macro qui sont quand même importantes, qui sont les échanges et le progrès technique, qui font grosso modo les mêmes choses. Un point important, me semble-t-il, à souligner quand même dans ce contexte, c'est de dire que même à qualification donnée, il peut y avoir des inégalités de revenus très importantes suivant l'entreprise dans laquelle on est employé. Si on est dans une entreprise qui est très bien insérée dans la mondialisation ou une entreprise qui est très innovante, à qualification donnée, on sera en général nettement mieux payé que quelqu'un qui a la même qualification dans une entreprise qui est moins insérée. Et on comprend bien pourquoi, parce que le chef d'entreprise a du mal à avoir une échelle très importante dans son entreprise pour avoir, je dirais, la paix sociale. Après, juste un mot, après je parlerai des solutions. Il y a toujours la question un peu de savoir quelle est la part respective du commerce versus le progrès technique.
je change les deux messages à retenir, me semble-t-il, c'est les deux sont extrêmement liés l'un avec l'autre, et on a beaucoup de mal à séparer le progrès technique des effets du commerce, le commerce étant favorisé par le progrès technique et le progrès technique favorisant lui-même le commerce. Moi, ce que je dis en général, c'est, en regardant un peu la littérature, c'est grosso modo 1/3 le commerce et 2/3 plutôt le progrès technique. Après, donc pour terminer, quelle réponse? Il me semble qu'il y a 5 champs dans lesquels il faut pouvoir progresser. Le premier d'entre eux me semble vraiment clé, qui est la question du capital humain, à la fois l'éducation initiale, mais aussi la formation tout au long de la vie. Et il faut faire attention, évidemment, dans ce qui est dispensé en matière de capital humain, mais aussi à ce que les incitations à acquérir le capital humain soient les bonnes. Je pense notamment, si un marché du travail est trop fragmenté, eh bien, les personnes qui sont en CDD tous les 3 mois, leur employeur ne voudra pas investir sur eux, et eux-mêmes n'auront pas tellement l'occasion de s'investir sur une tâche bien donnée et acquérir des qualifications. Le deuxième, on l'a évoqué aussi, c'est les amortisseurs sociaux qui doivent être importants, mais avec des problèmes qui sont quand même compliqués parce qu'il faut garder les bonnes incitations à ce que les personnes participent bien au marché du travail. Peut-être on y reviendra dans le détail dans la discussion, mais c'est des questions qui ne sont pas si simples à régler. Le troisième point, c'est la question de faire tout pour que les technologies se diffusent, notamment pour réagir à ce que je disais tout à l'heure, des inégalités entre entreprises, pour que les personnes qui ne sont pas dans les entreprises à la frontière puissent bénéficier de cela. Alors ça passe par beaucoup de réformes possibles. Ça peut être les réformes du marché du travail, marché des biens, les questions de concurrence et autres réformes de ce type, financement des entreprises, voilà, prise de risque des entreprises. Le quatrième point, c'est faire tout pour être en mesure de développer des activités locales tout en ménageant la possibilité pour les personnes d'être mobiles, donc ne pas subventionner l'immobilité des personnes en leur disant je vais vous donner de l'argent pour construire telle activité. Et là aussi, ce n'est pas si simple. Et je crois que là, pour le coup, vraiment, les économistes, me semble-t-il, cherchent encore la bonne manière de répondre à ces questions-là. Et c'est vraiment un champ dans lequel il faut investir, me semble-t-il. Et puis le cinquième point que je voulais souligner, c'était les questions de coopération internationale, y compris d'un point de vue purement domestique, avec plusieurs dimensions possibles. La première dimension, c'est les questions de, pour faire un peu tout le programme que je présente précédemment, il faut un peu des ressources. C'est vrai aussi pour les pays développés, notamment l'optimisation fiscale peut limiter la capacité des États à prélever l'impôt. Alors il ne faut pas non plus complètement mythifier l'ampleur de l'optimisation fiscale. L'ordre de grandeur, pour fixer des idées, c'est de l'ordre de 10% à 20% de l'impôt sur les sociétés. Donc pour la France, c'est plutôt 4 à 8 milliards, mais on voit bien que c'est quand même pas négligeable si on doit faire un programme d'accompagnement des inégalités. Et puis les autres points en termes de coopération internationale qui me semblent utiles, c'est à la fois l'échange de bonnes pratiques. Il y a des choses qui marchent bien sur l'égalité homme-femme dans un pays, ça peut quelquefois être fait dans d'autres. J'évoquais les questions d'inégalité territoriale, où il me semble que la clé ici, c'est plutôt d'expérimenter et d'être capable de dire telle chose a l'air de marcher dans un pays. C'est ce qui a été fait d'ailleurs sur les politiques de développement, et sans doute on pourra s'en inspirer. Et je terminerai simplement pour dire que sur ce programme un peu en 5 points, il ne faut pas rêver, ça prend beaucoup de temps que ces réformes délivrent quelque chose. Alors on peut prendre l'exemple, par exemple, des réformes de l'éducation. Ce qui est le plus efficace, c'est de toucher les petites classes. Les petites classes, on voit bien, il faut arriver jusqu'à marché du travail, et pour que ça prenne son plein emploi, son plein effet, il faut d'une certaine manière que les personnes aient fait toute leur carrière sur le marché du travail. Mais heureusement, il y a d'autres réformes qui peuvent être plus rapides. Je pense notamment à la formation professionnelle. Dès que le système est en place, on peut améliorer la situation des personnes assez rapidement et réussir à les mieux insérer sur le marché du travail. Voilà, je vais m'arrêter là.
Je vous remercie. Je note ce dernier point sur la coopération internationale parce qu'on en a discuté, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue national et le point de vue mondial. Donc on va revenir tout à l'heure là-dessus. Mais avant, je voudrais qu'on écoute Jean-Pierre Marcelli sur les actions. Hein, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un homme d'action. Ça fait 35 ans que vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce qui je vous vieillis en disant ça. J'espère que ça bon. À peine. Qu'est-ce qui marche pas? Tout à l'heure, avant cette entretien, j'ai trouvé quelque chose que vous avez dit qui était très intéressant. Vous avez dit oui, il faut pas non plus changer les choses qui marchent dans les pays dans lesquels on peut intervenir. Et donc, c'était tout là-dessus que je voudrais vous entendre. Merci. Bon, d'abord, je vais commencer par la fin, c'est-à-dire que voilà, ne pas changer les choses qui marchent. Bon, qu'est-ce qui marche pas? Je dirais, il n'y a pas de recette. D'abord, il y a des solutions locales qui doivent être diagnostiquées. Donc, ce que je disais juste avant, et c'est très en lien avec le lien social, c'est que la première des choses à faire pour préserver le lien social, c'est de ne pas le détruire et de ne pas accélérer des phénomènes de rupture des contrats sociaux. Et nous intervenons dans des sociétés dans lesquelles les liens sociaux sont encore parfois mieux préservés que chez nous. Et ce qu'il faut que l'on développe dans notre axe lien social, dans notre préoccupation très forte lien social, c'est le diagnostic préalable afin de ne pas nuire en fait et d'accroître ou d'accélérer des dérèglements. Voilà ce que je voulais dire, mais c'est effectivement fondamental dans le local. Ensuite, ce que nous faisons, nous, praticiens du développement, sur les inégalités, on est dans des territoires qui font l'objet de mutations profondes et accélérées. Il y a le phénomène considérable de la jeunesse, donc de la démographie, de la population, avec une vitesse de tectonique inégalée depuis des siècles. Il y a les transitions ou les crises écologiques qui se manifestent avec encore plus d'acuité, parce que ce sont des territoires, ce sont des pays qui sont moins protégés. Je veux dire, la France est un pays qui était extrêmement exposé en fait au changement climatique, mais grâce à nos infrastructures, grâce à nos institutions, grâce à notre économie, nous parvenons à nous protéger mieux qu'ailleurs. Et puis il y a des phénomènes territoriaux, l'urbanisation considérable, alors que chez nous, au nord, elle est plutôt atténuée, elle est en pleine accélération. Et tout ceci, en fait, génère des opportunités que nous devons accélérer, que nous devons saisir. Nous devons être des incubateurs de solutions et des accélérateurs des solutions qui marchent, mais aussi essayer de compenser ces effets négatifs. Et donc, pour cela, un acteur du développement, il doit investir massivement sur la jeunesse, parce que ce sont, derrière ces trois transformations, population, écologique et puis notamment donc l'urbanisation territoriale, il y a des éléments très forts de potentielles inégalités. Alors la jeunesse, je ne vais pas paraphraser ce qu'ont dit donc mes prédécesseurs, l'évidence c'est l'éducation et pas l'éducation point, l'éducation de qualité, car un des premiers éléments d'inégalité, pas perçus mais réels, parce que les inégalités, il y a aussi celles qui sont perçues, c'est ce qui a été dit précédemment, l'inégalité devant les opportunités, l'inégalité des chances. Il n'y a rien de plus paniquant pour des parents et donc potentiellement créateur de frustration et de mouvements, de voir qu'en fait, un destin positif n'est plus possible et qu'on est dans un piège à pauvreté, dans un piège de capital humain, dans un piège de solutions. Donc, évidemment, pour une éducation de qualité, et c'est une bataille qui n'est pas encore gagnée. Elle est en cours, mais il faut qu'on accroît encore plus nos efforts. Quand on se déplace dans certains pays, on se rend compte que beaucoup de nos partenaires, dès le moment où ils ont un minimum d'épargne, les enfants vont dans le privé. C'est une défaite, c'est terrible. Donc, ça doit être un domaine d'investissement considérable. Ça a été dit, donc je vais passer dessus très vite. La formation professionnelle en intégrant l'informel, la prise en compte de la réalité des territoires où nous travaillons avec nos partenaires, l'insertion économique, et dans l'insertion économique, j'intègre le développement rural, l'agriculture digne, écologique, qui n'est pas une agriculture de dumping, qui n'est pas une agriculture de pauvreté, mais une agriculture dans laquelle, grâce à des nouveaux modes de production respectueux, on parvient à avoir des produits qui intéressent les villes. Et puis enfin, pour ne pas tous les décliner, mais si je devais en choisir qu'un troisième, ce serait celui-là, je dirais la gouvernance. Et derrière la gouvernance, je mets la transparence.
et la justice. La justice, c'est sortir de l'aléatoire, créateur également de grandes frustrations, d'insurrections parfois. Et donc c'est la justice devant le judiciaire, mais c'est aussi la justice climatique, être protégé aussi bien que les autres. Et puis la justice du genre, c'est-à-dire l'égalité entre les hommes et les femmes. Et là, je reviendrai à mon propos introductif en étant extrêmement respectueux des sociétés, des cultures dans lesquelles on intervient, hein, pour ne pas être disruptif et construire de manière adéquate. Et puis de l'innovation. Hein. De l'innovation, quand on parle de justice, c'est la justice mobile qui se déplace dans les provinces du Sahel et qui ne reste pas que dans les capitales. Et on rejoint là d'ailleurs la question territoriale. Donc les prédécesseurs ont parlé de finances, de redistributive, de fiscalité redistributive et inclusive. Donc je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'est un élément de justice et d'égalité essentiel. J'étais beaucoup sur le registre des inégalités. Sur le lien social qui, bon, je le souligne, c'était dit par notre directeur général ce matin, mais il est vraiment co-substantiel de ce que peut être l'AFD, hein, puisque parmi nos axes principaux, on a la lutte contre le changement climatique, créateur d'inégalités, parce que de nouveau les riches sont bien protégés et les autres beaucoup moins. Il y a le lien social. Hein, donc ça provient d'un doute, hein, c'est de remettre l'humain partout, et ça n'est pas un secteur, c'est un souci permanent. C'est pour ça qu'on dit 100% lien social. C'est un réflexe, c'est une préoccupation. Et là-dessus, c'est à chaque fois que l'on fait un projet, à chaque fois que l'on rentre dans une relation, c'est se préoccuper du participatif, de se préoccuper de ce qui existe et qui est à préserver, et puis de faire en sorte que les populations puissent participer à la conception. Donc là, il s'agit d'associer les différents corps de la société. Il s'agit d'encourager la participation, que la société civile soit présente. Le lien social, ce sont aussi les solidarités, hein, c'est-à-dire que tout le monde se tienne ensemble. C'est ce qui tient une société ensemble. Et tout ce qui peut être filets sociaux, communautaires ou plus modernes est à encourager. Un point très, très cher à Gaël Giraud, c'est le commun des communs, la gestion, le lien social, c'est le commun des communs. Donc, gérer en commun des biens collectifs, et donc la gestion des ressources naturelles. Quand vous avez un massif forestier, quand vous avez un bassin d'irrigation, quand vous avez un terroir, eh bien, faire en sorte que chacun puisse en être l'actionnaire, hein, de manière ordonnée pour éviter des prédations, des accaparements. Et puis enfin, sur le lien social, je tiens beaucoup à la fierté, à l'identité, au moment où elles sont menacées par la mondialisation, par la culture globale. Or, on sait bien que ce sont des zones de refuge quand on doute, quand on est uniformisé. Et la question des identités, de la culture, des industries culturelles et créatives, car nous sommes très orientés sur l'économie, mais donc encourager la préservation de l'identité, encourager tout ce qui est culturel et en même temps créateur de richesse. Un élément qui a été trop négligé, qu'on essaie de diffuser un peu dans tous nos projets, que ce soit dans l'éducation, dans le développement urbain, mais un peu plus de jeunesse, un peu plus de sport, donc d'émancipation de la jeunesse pour que tout le monde soit ensemble et maintenir ces contrats sociaux sans lesquels nous ne réussirons pas le formidable défi du développement durable. Est-ce que vous avez une ou deux exemples qui vous reviennent à l'esprit pour illustrer ce genre de politiques, je dirais, non économiques, qui sont des politiques aussi sociétales, dans un sens? Alors, je crois que, tout à fait, bon, la liste, ça peut être très longue, donc vous allez m'arrêter un moment. Ce que l'on essaie de faire, c'est le local et le global. C'est-à-dire être un acteur sur le terrain pour que immédiatement les populations puissent voir une différence. C'est-à-dire que quand on va faire un projet d'éducation, évidemment, on va faire en sorte que les filles aient accès à au même traitement et soient également protégées contre, d'ailleurs, de potentielles formes de harcèlement. Donc, et ce sera dans une province, ce sera dans une région, en mettant à niveau donc les enseignants et puis en apportant également les infrastructures qui sont nécessaires. Et en même temps, on pèsera sur la politique publique pour faire en sorte que tout en haut, au niveau des administrations, donc
connecter les communautés, les bénéficiaires et les administrations, la société civile et l'État sur comment parvenir à une véritable transformation de l'efficacité d'un secteur. Et sinon, on développe, au-delà de ces projets, qui sont notre marque de fabrique, qui sont identitaires presque à l'AFD, de plus en plus des prêts de politique publique qui visent à encourager les gouvernements, à leur donner des incitations budgétaires pour aller vers des comportements un peu plus vertueux. Et donc, on a des prêts de politique publique, genre, par exemple, au Maroc. On met en place des lignes de crédit considérables en Égypte qui encouragent l'entrepreneuriat féminin. Quand on finance un métro en Inde, on fait en sorte que les employés soient beaucoup également féminines. Donc, c'est à chaque fois essayer de la démonstration locale et en même temps la transformation nationale. Alors, François Bourguignon, on en parlait tout à l'heure, il y a deux points de vue, on le voit bien là, il y a le point de vue, quand on parle d'inégalité, de lien social, il y a le point de vue national et le point de vue mondial. Est-ce que vous pourriez prendre un peu nous expliquer un peu de votre point de vue là-dessus ? Et notamment, on a commencé à en parler, dans tout cela, quid de la coopération internationale, quoi ? Comment elle peut... Oui, non, il me semble que, comme on en a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, quand on parle d'inégalité, je crois qu'il faut aborder le problème de l'inégalité au niveau mondial et cette très grande inégalité qui existe entre les plus pauvres au monde et les plus riches au monde. C'est-à-dire quand on mélange l'ensemble des pays, qu'on regarde l'inégalité parmi les citoyens du monde. Mais quand on fait ça, on se rend compte que l'inégalité entre pays joue un rôle considérable. Et de ce point de vue, on a assisté ces dernières années à une diminution des inégalités entre pays. Au début, c'était surtout le fait du géant démographique que représente la Chine. Mais dans les années 2000, l'Amérique latine, l'Afrique en particulier, a été capable de croître relativement vite et de contribuer à une diminution des inégalités mondiales et de la pauvreté mondiale qui était notable. Maintenant, quand on regarde ce mouvement avec un peu de recul, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a assisté à un retournement dans lequel l'inégalité mondiale qui n'avait cessé d'augmenter historiquement depuis pratiquement la révolution industrielle, est-ce qu'on a atteint un point de retour et à partir de maintenant, les pays en développement vont croître plus vite que les pays riches et l'inégalité va continuer à diminuer dans le monde. Et je pense qu'on peut ne pas être trop optimiste sur ce point-là. Je crois que l'expérience de ces dernières années nous montre que la croissance africaine notamment a été énormément guidée par la croissance des prix des matières premières. Ce n'est pas nécessairement vrai pour tous les pays. Et c'est toujours difficile de parler d'une région du monde comme si tous les pays étaient homogènes. Ce n'est certainement pas le cas. Mais de façon très grossière, je pense qu'on peut faire cette analyse-là. Et si c'est le cas, si effectivement la croissance africaine a reposé avant tout sur le prix des matières premières. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe quand on regarde l'évolution de la structure économique de ces pays durant les années 2000 jusqu'à 2013-14. On se rend compte que les secteurs qui ont gagné avec cette croissance accélérée, ce sont les services, c'est la construction, c'est les télécommunications, ça n'est pas l'industrie manufacturière, ça n'est pas l'agriculture, ça n'est pas l'agro-industrie. Or, en fait, si on veut une croissance qui soit autonome dans ces pays, il faut que ce soit la croissance des secteurs dits non échangeables, qui échangent avec le reste du monde, plutôt que les secteurs non échangeables. Ce qu'on a observé, c'était plutôt une croissance qui était due à un revenu supplémentaire qui venait des matières premières. Si on imagine que l'Afrique et d'une certaine façon l'Amérique latine reposent sur la demande de matières premières par le reste du monde, on peut imaginer que le taux de croissance sera aux alentours entre 3 et 4%. Maintenant, si on prend la croissance démographique africaine, elle est légèrement inférieure à 3% pour les 20 ans, 25 ans qui viennent. Ce qui veut dire que le taux de croissance du produit par tête,
qui n'est pas le taux de croissance du revenu réel par habitant quand on regarde ce qui va effectivement directement aux ménages. Au maximum, on va avoir une croissance de 1%, qui est grosso modo celle des pays riches et qui est certainement inférieure à celle des pays émergents. Donc on a un risque qu'au niveau mondial, cette amélioration qu'on a constatée dans l'inégalité ne soit plus observée dans les années qui viennent. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'au niveau mondial, des initiatives soient prises qui permettent de compenser par ça, qui permettent une croissance plus rapide dans ces pays en Afrique et en Amérique latine? Est-ce que c'est la coopération internationale? Est-ce que c'est l'aide au développement? Peut-être, en partie. Est-ce que ça peut être d'autres éléments, en particulier qui concernent le commerce international, qui concernent les problèmes de propriété intellectuelle? Très probablement. Mais il me semble que c'est vraiment une question qui est sur la table et qui doit être posée et à laquelle on doit apporter des réponses. Michel Houdbine, justement, à la fin de vos 5 points, vous aviez mis la coopération internationale. Et un des points que vous mettiez en avant, c'était notamment la coopération en matière fiscale. Donc, est-ce que c'est des choses, là, pour reprendre le flambeau de ce que vient de dire François Bourguignon, sur lequel vous pensez qu'il y a une véritable efficacité qui peut être finalement plus rapide que dans d'autres secteurs? Je ne suis pas sûr que la fiscalité soit forcément le point où la coopération sera le plus rapide à faire progresser. Ceci dit, comme je l'ai dit effectivement pendant mon intervention sur le papier, c'est en tout cas le plus rapide. C'est un point qui me semble quand même important. À la fois pour des questions un peu budgétaires, un peu basiques que j'ai évoquées, mais aussi pour des questions d'économie politique. C'est que le fait que les États aient l'impression, et que nos concitoyens aient l'impression qu'il y a une partie significative de l'impôt, j'imagine que ça doit être vrai aussi dans les pays émergents, une partie des pays émergents, qui est d'une certaine manière échappe à la puissance publique, est évidemment un vrai problème, je pense, pour les politiques. Mais après, il me semble que un point fondamental qu'on n'a peut-être pas encore invoqué, mais que François Bourguignon a peut-être touché un petit peu sur les pays d'Afrique, qui est que on évolue dans un contexte qui est radicalement différent, me semble-t-il, même il y a une vingtaine d'années. La productivité, que ce soit dans les pays développés, mais aussi dans les pays émergents, a fortement ralenti. Et ce qui fait qu'on est riche demain, c'est la productivité. Et du coup, je rejoindrai un peu ce que François Bourguignon disait à l'instant, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas un regain fort de la productivité, pour faire simple, quand il n'y a pas de productivité, pour que quelqu'un soit plus riche, il faut qu'il prenne à quelqu'un d'autre. Et donc on voit bien que ça peut pas. Et donc un des éléments clés de l'agenda qu'on doit avoir, à la fois les pays développés et les pays émergents, c'est de redynamiser la productivité. Et c'est pas si simple, parce que déjà il faut comprendre un peu pourquoi on ne voit pas de productivité aujourd'hui, alors qu'on a même l'impression qu'il y a beaucoup de bouillonnement, avec notamment les questions autour du numérique. Mais à ce stade, c'est vrai que dans les chiffres, c'est loin d'être évident. Et dans ce contexte-là, il me semble que les politiques peuvent avoir des effets. Et François Bourguignon a effectivement proposé certaines. Alors, il peut y avoir les questions d'aide au développement qu'il faut mieux cibler, et notamment sur les questions d'éducation, me semble-t-il. On peut aider, l'aide au développement peut également aider les pays à mobiliser les ressources locales, pas forcément dans un contexte d'optimisation fiscale, mais simplement de quelle méthode pour récupérer et gérer au mieux l'argent public dans ces pays. Il y a aussi des choses qui peuvent être faites d'un point de vue coopération internationale. Tout ce qui tourne autour de la RSE, responsabilité sociale des entreprises, me semble-t-il, sont des choses qui
permettre d'une certaine manière d'importer des normes dans les pays qui ont des difficultés à avoir une gouvernance complètement idéale. Et les travaux qui existent sur ces questions-là montrent que ça marche. Et donc là aussi, je crois que en tout cas, les pays développés peuvent avoir un impact significatif. Tout ce qui est lutte contre la corruption, là aussi, ça a été évoqué, me semble, un point clé pour lutter contre les inégalités dans tous les pays du monde. Et puis je terminerai par le climat, puisque ça a été également évoqué, où la responsabilité est un peu chez chacun, mais aussi différenciée. Juste un point quand même sur lequel je voudrais vous relancer, parce que vous n'y avez peut-être pas fait attention, non, c'est pas grave, vous n'y avez pas répondu à la question, mais c'est sur les inégalités perçues. Parce que, je veux dire, on tourne autour du pot, là. Je veux dire, le lien social, etc., ça fait aussi... Bien sûr, il y a des critères strictement économiques, mais il y a aussi les inégalités perçues. Il y a un moment où vous avez abordé ce sujet, Michel Houdbine. Est-ce que pourriez-vous nous en dire un peu plus là-dessus, avec votre vision d'économiste, peut-être? Alors, je vais principalement, en fait, vous relater comment les gens voient les inégalités en France. C'est simple, il y a un jour, je ne sais plus quel institut a demandé aux Français comment vous vous situez dans la pyramide des revenus en France. Et la pyramide des revenus en France, elle a été du coup très inégalitaire. Il y avait beaucoup de gens dans le 5e quintile de revenus. Et quand on compare ça ensuite aux chiffres, les chiffres, ils ne disent pas du tout ça. Ils disent qu'il y a une classe moyenne qui est très importante, le haut de la distribution est relativement peu large, et le bas de la distribution est toujours trop large, mais pas si large que ça. Et je pense que ça interroge complètement sur la façon de traiter les inégalités, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les questions d'opportunité. C'est quand on regarde les questions simplement monétaires, les personnes, disons, ont l'impression d'être maltraitées, mais ce n'est pas forcément pour des questions purement monétaires au moment T, mais c'est aussi parce qu'ils se projettent et demain, ils voient que leur situation ne va pas s'améliorer ou que celle de leurs enfants ne va pas s'améliorer, et du coup, ont l'impression d'être dans une situation bien plus dégradée qu'elles le sont. Et donc, je crois que vraiment cette question de proposer une dynamique à chacun me semble vraiment, vraiment clé pour être en mesure de résoudre cette question de perception des inégalités, et pas que perception aussi, de la réalité des inégalités. Oui, Jean-Pierre Marcelli, sur cette idée d'inégalité perçue, là, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus? D'abord, il faut les mesurer. Il faut les comprendre. Et quelle est votre vision de praticien là-dessus? C'est difficile, hein. Tout le monde pense que l'herbe est plus verte à côté. Donc, eh bien, je reviendrai sur un point précédent, c'est essayer de renforcer la transparence, renforcer la clarté des règles du jeu, hein, pour essayer de diminuer le soupçon. Hélas, dans les pays en développement, entre la perception et la réalité, il y a parfois moins de différence que dans des pays plus développés, tellement que les inégalités sont encore très vives, malgré, je souligne quand même, les efforts de beaucoup de gouvernements. Hein. C'est-à-dire qu'on a assisté ces dernières années, je pense, avec les phénomènes démocratiques, à un réinvestissement très fort des gouvernements. Moi, je vois, on a de plus en plus de partenaires aussi qui nous demandent des programmes de filets sociaux, qui mettent en place de véritables politiques redistributives avec l'efficacité, toute la difficulté de leur efficacité telle qu'on la rencontre nous-mêmes au Nord, mais il y a un souci d'essayer de travailler dessus. Donc la réponse, c'est beaucoup de transparence. On a des populations au Sud qui sont très connectées de plus en plus, on le voit, et essayer pour les gouvernements de se mettre beaucoup plus, de s'exposer beaucoup plus, et en même temps, nous, de notre côté, justement, d'aider également la société civile pour l'émanciper, lui donner cette capacité. Il m'a été de travailler dans des pays dont on disait que c'était très corrompu, et je voyais que
l'antidote le plus efficace, c'était pas la bailleur de fonds qui rouspétait, qui s'usait inutilement. C'était assez peu le pouvoir judiciaire, soit parce qu'il n'avait pas les moyens, soit parce qu'il était intéressé. C'était la société civile. Donc, renforcer la transparence côté État et puis côté société civile, renforcer sa capacité de veilleur. Si vous me permettez, je ferai peut-être une digression sur ce qui a été dit sur le phénomène, donc, par M. Bourignon, c'est vrai, par le phénomène de croissance, hein, et on voit bien à quel point il est sensible à la fluctuation des matières premières, mais vous me parlez de success story. Je voudrais quand même, il y a quand même des pays comme les pays du Sahel, l'UMOA, mais en particulier le Sahel, qui finalement a assez peu de matières premières, même le Niger, la chute des cours de l'uranium, c'est vrai, un tout petit peu de pétrole, et on a vu une croissance finalement assez forte, hein, plutôt autour de 6%, le Sénégal, le Kenya, qui n'a pas de ressources naturelles et sa réussite de la floriculture, la Côte d'Ivoire qui s'invente en 20 ans le premier producteur mondial d'anacarde, alors qu'il se faisait à une époque que du cacao. Donc il y a des phénomènes assez stupéfiants aussi qui interviennent et que d'ailleurs on n'est pas toujours à l'origine, nous, hein, et dont on doit être à la fois les accélérateurs et faire en sorte que ça maximise les revenus pour ceux qui ont le plus besoin. Et en fait, le récent cycle d'endettement, contrairement au précédent, c'est beaucoup fait pour l'investissement, hein, plutôt que de la simple dépense. Et ça contribue à la croissance, mais une croissance qui reste. Et du coup, on retombe d'ailleurs effectivement sur les finances publiques, c'est-à-dire que pour ne pas retomber dans la fatalité de la dette, si on veut continuer à lutter contre les inégalités, il faut effectivement essayer de développer une fiscalité, mais une fiscalité qui soit juste, qui soit la plus large possible. Oui, c'est on revient à d'une des idées de François Bourguignon tout à l'heure, qui disait que la cohésion sociale, ça se fabrique aussi par l'impôt et Vous y ajoutez quelque chose ? Oui, je voulais ajouter quelque chose sur la perception des inégalités, qui me semble vraiment un sujet absolument capital, parce que les enquêtes qui ont pu être faites dans différents pays du monde montrent qu'en plus qu'il y a une certaine hétérogénéité entre pays. Mais pour reprendre par exemple le cas de la France, il y a une enquête qui est faite maintenant tous les 2 ans, je crois, par la Fondation Jean Jaurès, sur la perception des inégalités en France. Et l'une des questions qui est posée, c'est parmi ces différentes inégalités, alors on parle de salaire, de logement, de niveau de vie, de patrimoine, etc. Qu'est-ce que vous classerez comme les inégalités les plus importantes ? Et en premier poste, on voit apparaître l'inégalité des salaires, et en deuxième poste, on voit apparaître l'inégalité des chances. Et l'inégalité des patrimoines, l'inégalité des niveaux de vie, etc., apparaît beaucoup plus loin dans la liste. Donc, ce qui montre bien que cette notion d'inégalité des chances est très, très présente, même dans le cas de la France. La deuxième observation que je voulais faire, c'est le fait que la perception des inégalités est très liée au processus ou au rythme de croissance d'une économie. Si vous êtes dans une économie dans laquelle, tous les ans, même quand vous êtes en bas de la distribution, votre niveau de vie augmente à raison de 3 ou 4% tous les ans, vous êtes certainement beaucoup moins sensible au fait que tout en haut, il y a des gens dont le revenu augmente à un taux qui est le double du vôtre. Vous améliorez votre situation. À cause de la croissance, il y a beaucoup plus d'opportunités qui se présentent autour de vous. Et donc, cette inégalité des chances, en fait, diminue dans la mesure où, pour tout le monde, il y a un peu plus d'opportunités. Et si, par exemple, on prend le cas de la Chine, dans lequel les inégalités ont très fortement augmenté à partir des réformes de Deng Xiaoping à la fin des années 70, les inégalités ont très fortement augmenté, mais n'ont pas été ressenties en tant que telles par la population. En partie, c'est dû au fait que la croissance était rapide. Je me souviens d'une époque où c'était avant la crise asiatique, où j'avais discuté en Corée avec des responsables de politique sociale en disant « Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas de filet de sécurité sociale, etc. Pourquoi vous n'avez pas de subvention, enfin de compensation du chômage, etc. » Et les gens m'avaient répondu « Mais vous êtes dans une économie qui croît à 4, 5, 6% tous les ans.
on n'a pas besoin d'assurance dans une économie de ce type-là. Quelqu'un perd un emploi, il trouvera un emploi le lendemain. Ou dans une famille, quelqu'un tombe malade, un autre membre de la famille peut sortir, aller travailler et obtenir un revenu. Et donc cette combinaison croissance et perception des inégalités est quelque chose de très important. Et de la même façon, je crois qu'il faut signaler qu'on a parlé beaucoup de l'impact de l'inégalité sur la croissance, mais il faudrait aussi parler de l'impact de la croissance sur l'inégalité. Évidemment, c'est un impact important. Et il est temps de passer aux questions de la salle. Oui, une question ici et une question ici. Alors, on va commencer par ici. Oui. On prend ceux qui ont levé la... Rio de l'Argentais, retraité de l'AFD. J'ai deux questions à M. Bourguignon et deux questions à M. Houdbin. François, est-ce que vous qui avez quand même fait parler de l'inégalité pour la première fois à la Banque mondiale au début des années 2000, il y a une chose qui m'étonne toujours, c'est le temps qu'on a mis dans l'histoire du développement pour reconnaître cette inégalité. Et je dirais, de nouveau, avec la protection sociale, il a fallu attendre encore 10 ans pour qu'on reconnaisse la valeur des efforts, après tout, des efforts locaux pour le développement. C'est ainsi que j'interprète la protection sociale. Qu'est-ce que vous en pensez? Deuxième question pour vous aussi, François. Je ne vous cacherai pas que je suis un petit peu étonné de l'accent que vous mettez sur la croissance. Est-ce qu'on peut indéfiniment croître dans nos économies? On a bien entendu, ce qui a été dit ce matin, bien entendu, les questions de croissance dans les pays en développement sont différentes. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Et Michel Houdbin, j'avais une première question, mais vous avez déjà un petit peu répondu, puisque vous disiez que les inégalités étaient relativement faibles en France. J'avais envie de vous poser la question, alors comment est-ce que vous interprétez le mouvement actuel? Mais vous avez déjà un petit peu répondu en évoquant les questions de perspective chez les gens et ce que disent les enquêtes d'opinion. Mais la deuxième question, c'est dans les champs des réponses. Vous avez évoqué le champ de la coopération internationale, mais vous n'avez pas parlé de la politique économique européenne, où nous faisons partie d'un système, après tout, qui exporte le chômage, où les pays excédentaires sont les seuls qui ont accès au plein emploi, et donc exportent leur chômage à l'extérieur. Est-ce que ce n'est pas une question importante? Et est-ce qu'il y a des leçons à tirer pour nos politiques de développement? Merci. Merci. On commence par François Bourguignon. Oui, merci pour les questions. Sur la première question, le problème des délais pour que ce message sur l'importance des politiques sociales, de la protection sociale, de l'inégalité, que ce message passe au milieu, enfin, dans les cercles de décisions du type Banque mondiale, Fonds monétaire, etc. Oui, ça a été extrêmement long. On est parti d'une vision du monde dans laquelle ce qui était important, c'était de lutter contre la pauvreté, et on a fait un amalgame entre diminuer la pauvreté et augmenter le produit intérieur brut. Et on sait que le produit intérieur brut, c'est une mesure de l'activité économique, mais maintenant, cette augmentation du produit intérieur brut peut avoir lieu de façon tout à fait différente selon les territoires, selon les individus, et on a mis beaucoup de temps à convaincre ces milieux qui étaient partis sur cette identité pauvreté, croissance, enfin diminution de la pauvreté, croissance du PIB, que la situation était beaucoup plus compliquée. Il a fallu en fait qu'on voit les conséquences négatives de l'ajustement structurel qui a été décidé après la crise de la dette des années 80, qui ont affecté énormément de pays, qui n'ont pas donné de résultats magnifiques du point de vue de la croissance, pour réaliser qu'il y avait un coût social important
et qu'il fallait effectivement regarder le problème du développement autrement. Bon, je ne cacherai pas non plus que derrière l'attitude ne regardons pas les questions d'inégalité, il y avait certainement aussi un aspect strictement idéologique qui a joué un rôle. Bon, mais les esprits mettent toujours du temps à évoluer. Je trouve que c'est tout de même pas mal qu'on ait finalement réalisé cette évolution, même si on n'est pas au bout du chemin. Sur mon insistance sur la croissance, je parle des économies en développement. Et je crois que, il me semble que c'est Chanta qui a dit ça tout à l'heure dans une session précédente. Quelque part, le développement, ça demande de la croissance. Une condition nécessaire pour le développement, c'est que les biens matériels et les services disponibles augmentent parce qu'il y a un manque, par définition, il y a un manque de ces biens, un manque de ces services dans ces pays. Je ne parlerai peut-être pas de la même façon pour les économies développées, quoique je ne suis pas complètement persuadé que la décroissance soit quelque chose d'aussi facile à réaliser que ce qui est souvent dit. Mais pour les économies en développement, oui, il me semble que c'est très difficile, et je crois que Michel Houdbin l'a dit tout à l'heure en parlant de productivité, c'est très difficile de diminuer la pauvreté dans un monde dans lequel il n'y a pas de croissance. Simplement parce que diminuer la pauvreté, ça signifie vraiment prendre aux uns pour donner aux autres, et donc une diminution du bien-être des uns par rapport au bien-être des autres. S'il y a de la croissance, on peut réaliser cette opération-là de façon beaucoup plus facile et beaucoup moins douloureuse pour ceux qui sont amputés. Juste un point quand même, si je peux me permettre de vous relancer là-dessus, je suppose aussi que vous faisiez allusion à une autre forme de croissance, c'est-à-dire par exemple une croissance avec des contenus peut-être différents. Une croissance verte ou une croissance durable. Quand on parle de pauvreté, d'une façon ou d'une autre, il faut augmenter la disponibilité d'un certain nombre de biens. Alors maintenant, si effectivement on veut essayer de ne pas pénaliser l'environnement d'une façon ou d'une autre, effectivement, on peut penser à des types de croissance qui vont utiliser des techniques qui ne seront pas les mêmes et effectivement favoriser les énergies renouvelables. Mais de toute façon, c'est une autre façon de produire de la croissance. Mais la croissance, en tant que telle, est nécessaire. Michel Houdbin, répondant aux questions de monsieur. Sur la première, je me garderais bien de faire une analyse. Si les points que j'ai donnés, je pense, vous satisfont, je m'en resterai là. Sur le deuxième point, et vous avez parfaitement raison, j'aurais dû parler effectivement des questions européennes. Du coup, je vais en dire un mot pour dire plusieurs choses. Il me semble qu'il y a un premier point qui est que le fait que la zone euro soit une zone pas complètement intégrés économiquement avec des pays qui sont assez hétérogènes et pas de taux de change, fait qu'on peut avoir des phénomènes comme ceux qu'on a connus et qu'on connaît encore, qui sont qu'un pays grand fasse une compétition très forte via une baisse des salaires. Cette compétition était, je dirais, assez légitime parce qu'elle visait à réduire les problèmes liés à la réunification de l'Allemagne. Simplement, comme cette compétition par les coûts salariaux devient un peu extrême et va au-delà de simplement résoudre les problèmes spécifiques au pays, ça pose des problèmes pour les autres pays, notamment quand en plus on a plutôt un choc négatif comme on l'a eu dans le contexte de la crise financière, parce que ça veut dire que tous les salaires dans la zone euro doivent baisser d'une certaine manière encore plus que les salaires qu'on peut observer en Allemagne. Et donc, effectivement, il y a une sorte de jeu à somme nulle via cette compétition par les coûts salariaux entre les pays de la zone euro. C'est pour ça que la France, depuis maintenant d'assez nombreuses années, avec des expressions publiques, notamment des ministres, mais nous aussi au Trésor, on a
écrit, je crois, de manière assez récurrente sur ces questions-là. On plaide depuis donc de nombreuses années pour qu'il y ait les institutions internationales s'y sont mis un peu tardivement, je crois, mais c'est fini par s'y mettre, pour qu'il y ait un peu plus de demandes en Allemagne, plus de salaires en Allemagne. Alors nos amis allemands assez rapidement nous disent ah mais on n'a pas d'outils. Ça me semble pas tout à fait vrai. Il me semble que par exemple les Allemands pourraient, il y a les questions de demande que j'ai évoquées à l'instant, mais il y a la place aussi des syndicats en Allemagne où la puissance publique peut aussi en général faire des choses. Il y a des questions autour des conventions collectives en Allemagne où aujourd'hui il est possible de faire des opt-out assez facilement. On pourrait imaginer que le législateur allemand puisse avancer dans ce domaine. Je comprends que c'est évidemment pas simple parce que, d'une certaine manière, comme c'est un jeu à somme nulle, voilà, il y a des gains et des pertes, mais il me semble que c'est quand même extrêmement important parce que ça contribue à fragiliser la zone euro et avec des effets évidemment sur une partie de la population européenne. La France étant pas forcément le pays qui est le plus en difficulté parce que c'est pas celui qui a perdu le plus en compétition coût par rapport à l'Allemagne, mais voilà, ça contribue aux inégalités certainement, autant en tout cas au sein de la zone euro. Et au-delà de cette question de dynamique salariale entre l'Allemagne et les autres pays, je dis l'Allemagne, mais il n'y a pas que l'Allemagne, il y a d'autres pays évidemment qui peuvent être dans ce paquet de pays qui ont fait de la modération salariale. L'autre agenda qui me semble vraiment important, c'est d'essayer de construire une zone euro qui soit aussi intégrée que possible sous un angle économique. Et ça passe par ce que le président de la République souhaite faire, un budget qui vienne aider dans le cas de chocs macroéconomiques négatifs, aider la BCE à faire que les personnes retrouvent aussi rapidement que possible un emploi. Ça passe aussi par une plus grande intégration financière, de manière à ce que, quand j'ai un choc dans un pays, il puisse se diffuser un petit peu dans les autres pays. Et surtout, cet agenda, le débat, vous pouvez le voir dans la presse, il n'est pas toujours simple, même s'il progresse petit à petit. Et voilà, je vais dire que je n'ai pas de doute que ça progressera dans la durée, mais là aussi, comme le reste, et encore plus, je pense, dans les questions internationales, c'est pas facile de faire avancer ces agendas parce qu'il y a toujours un peu des intérêts chez les uns, chez les autres, même si c'est, à mon avis, l'intérêt collectif, très certainement, à moyen terme, d'avancer sur ce type d'agenda. Voilà. Une question, oui, monsieur. I have a question for François Bourguignon, but I think it's open. All the rest of the panel can answer. Now, first of all, let me say that I entirely agree with your diagnostic of the growth in Africa, and then I think that you have basically highlighted a number of constraints to the reduction of inequality. Some are external, so the Organization of World Trade, the international transfer of technology, and some are internal. And you told us, and I agree, that transfers, like social transfers, are like a second best in relation to giving every single citizen in the third world the chance of having what? Human capital, land, access to reproductive health. And so, but as Francois mentioned, some of these reforms are politically controversial. I mean, they do require overwhelming power. So the impression is that the international cooperation then in the end concentrates on what? Well, social safety nets, education, these are not basically the real solution. And everybody in this room knows that how South Korea, Taiwan, and all these other countries have developed. So the question is, do we think that by doing what is politically feasible, i.e., in the end, is safety nets, education, a little bit of health, can we help the developing countries to emerge from the present situation? And I would say that in particular in the case of Africa, you said they grow at 4%, but then they have 2.5% growth of the population. So there is a population issue. Why doesn't the IFD and why doesn't the European community help also
African brothers and sisters to accelerate the demographic transition. Merci, monsieur. Qui veut répondre en premier? François Bourguignon, puisque ça vous est... Ou peut-être vous, oui. Peut-être vous, Jean-Pierre. Sur les grands, je dirais les grandes contraintes, le foncier par exemple, mais aussi c'est pas une contrainte, c'est un phénomène, la transition démographique. Je le disais précédemment, on est là pour encourager l'apparition de nouvelles idées, de nouvelles politiques publiques, mais on travaille dans des sociétés, dans des États qui sont souverains. Je pense que sur la question de la démographie, précédemment, il y a eu peut-être un peu trop de prudence, même d'inhibition, mais c'est en train de changer très fortement parce que nos partenaires, de plus en plus, nous demandent de s'investir sur ces sujets. Et bien sûr, la première réponse, c'est l'éducation. De nouveau, je reviens toujours à nos marottes, l'éducation des filles, l'éducation des garçons, mais également des campagnes de sensibilisation. Et maintenant, nous commençons à avoir, par le biais de la santé, par le biais de l'éducation des maris aussi, une demande croissante qui va dans ce sens-là. Donc, il faut accompagner le temps politique, ça a été dit, la question politique qui est un préalable ou qui accompagne celle du développement. Donc, on est attentif à ce type de demande. Il y a eu des transitions qui sont faites. Sur l'Afrique du Nord, il y a des mouvements très forts qui se sont faits sur le Maroc, sur la Tunisie, dans une moindre mesure en Égypte, mais ça bouge également. Et sur l'Afrique subsaharienne, on a des demandes. Mais c'est vrai que c'est venu avec un certain temps de retard, mais c'est beaucoup plus actif maintenant que précédemment. Et lorsque ça se présente, nous répondons à la demande de manière beaucoup plus affirmée que précédemment. Sur les questions foncières, on travaillait... C'est l'élégance de dire que j'ai 35 ans à l'AFD, peut-être pas encore, mais quand j'ai commencé à l'AFD, on travaillait sur des questions foncières. Elles sont très sensibles, c'est sociologique, c'est communautaire, c'est parfois ethnique. Et à chaque fois que l'on peut, on appuie pour le coup, des politiques transformationnelles. Mais c'est quelque chose qui prend du temps et toujours qui demande beaucoup de courage politique. Et là, on ne peut qu'accompagner les décideurs qui sont les plus allants, les plus courageux. Donc ce sont des questions sensibles, en mouvement, que les partenaires de développement accompagnent, mais il faut qu'il y ait une demande. Sinon, en fait, la grève transformationnelle ne peut pas prendre. François Bourguignon, sur ces sujets. Oui, d'une part, je suis tout à fait d'accord avec le fait que cette question de la natalité est une question très, très délicate à cause du caractère souverain de la décision concernant la démographie. Cela étant, tous les bailleurs de fonds ne sont pas aussi discrets sur ce point-là, parce que je me souviens d'une décision qui avait été prise par la coopération américaine s'agissant de l'Ouganda à l'époque de la présidence de Bush Junior, qui avait été de supprimer tous les crédits au contrôle de natalité en Ouganda. Simplement sur des principes religieux, de dire non, on ne veut absolument pas financer quoi que ce soit qui... Donc ça montre que les bailleurs de fonds peuvent aussi avoir des idées très arrêtées là-dessus. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Sur le reste de ta question, sur le côté politique du développement, de l'aide au développement, et le fait qu'elle tende à se concentrer sur des domaines qui relèvent la plupart du temps du capital humain, que ce soit la santé, l'éducation, etc. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est un énorme problème, parce que c'est certainement important d'investir dans l'éducation, dans la santé, mais c'est aussi important d'investir de façon complémentaire
dans les infrastructures qui vont permettre d'améliorer, je reviens au terme de croissance, la croissance du pays. Investir dans l'éducation sans qu'il y ait des débouchés qui augmentent dans la population, enfin dans l'économie, c'est de nouveau aller à l'échec. On a parlé un peu plus tôt aujourd'hui des situations dans les pays arabes, dans le Moyen-Orient plus exactement. Bien, dans pas mal de ces pays-là, le problème majeur a été effectivement une inadéquation entre l'output du système éducatif et la demande du système économique. Donc je crois que d'un point de vue d'aide au développement, il y a certainement un déficit qui a lieu du côté des infrastructures. Pourquoi est-ce qu'il a lieu ? Il a lieu dans une large mesure parce que les bailleurs de fonds occidentaux ont réalisé que l'infrastructure était le domaine préféré de la corruption et qu'il était très difficile d'aider à la construction d'une centrale, d'une route, d'un pont, d'un port, sans qu'il y ait une partie des ressources qui soient accaparées de façon absolument illégale. Et de ce point de vue-là, il y a un peu un changement d'attitude qui a lieu avec la pratique des autorités chinoises qui, elles, investissent de façon directe dans des infrastructures, d'une autre façon que les Occidentaux. Mais c'est vrai que ça pose un énorme problème, parce que dans les pays africains, le déficit d'infrastructures est absolument criant. Si on prend ne serait-ce que le problème de la production électrique, avec des énergies qui soient renouvelables, par exemple, l'hydraulique, le solaire, etc., il y a un déficit qui est absolument considérable. Et probablement l'un des domaines dans lequel il y aurait des retombées importantes en termes de développement, c'est celui-là. Et pourtant, les bailleurs de fonds occidentaux restent très timides vis-à-vis de ce genre d'investissement. Donc je crois que là, il y a un vrai problème. Il y avait aussi une autre question là, je vous oublie pas, monsieur. Le micro, il y avait là, ouais. Ici, là. Voilà, il y a 3 questions. Allez-y. Oui, monsieur Bourguignon, vous avez présenté 2 inégalités importantes et vous nous avez dit des choses très éclairantes dessus. C'est inégalité de revenus, inégalité des chances. Vous n'avez pas du tout parlé des inégalités de capital. Or, il y a une étude d'Oxfam récemment qui dit qu'il y a 8 personnes qui détiennent la richesse de la moitié des êtres humains. Donc c'est quand même un problème. Est-ce que c'est un oubli ? Est-ce que c'est important pour vous ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut imposer lourdement le capital ? Alors attendez, ce que je vous propose, c'est que je vais prendre les 3 dernières questions et on va les traiter en gros. J'ai une question. Allez, oui. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, oui. Philippe Carpe, directeur de recherche en droit au CIRAD. Moi, ma question en tant que juriste, c'est moins comment soutenir, mais c'est surtout, peut-on encore aujourd'hui même pas rédiger et appliquer de la justice, c'est simplement la pensée, la justice et la société. Et pour la 3e fois dans ma carrière, je me retrouve face à cette question. Peut-on encore, et surtout, quand est-ce qu'on pourra de nouveau penser la justice et la société ? Aujourd'hui, on a une véritable, non pas un divorce, mais une opposition réelle et profonde entre 2 mondes. On a le monde du savoir, qui inclut le politique, et le monde du ressenti. Et ce ressenti est très lourd, quel qu'il soit. Il est très lourd. Et plus on avance, même si on essaye, en modifiant des méthodes, en essayant d'aller voir ce monde du ressenti, en lui faisant de la publicité ou j'en sais rien, plus il va voir ça, plus il y aura l'opposition entre ces 2 mondes. Alors ça revient à ces questions. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Et surtout, le juriste, qu'est-ce qu'il va faire ? Avec le politique, qu'est-ce qu'il va faire ? Or, le problème, c'est que ça s'aggrave. Jusqu'à récemment, on pouvait encore peut-être faire quelque chose, parce que dans ce ressenti, on avait un ressenti qui était motivé par les communs, qui n'est pas les biens publics, qui n'est pas l'intérêt général, qui est une sorte de communauté de vie, et qui permettait l'imagination au service de celui-ci, avec ce que certains juristes, ou moins les anthropologues du droit, ont parlé de juridicité. On pouvait en faire encore quelque chose là-dessus. Mais il y a dans ce monde du ressenti, il y a des gens qui ne sont plus dedans. Ils ne sont ni dans les communs, et donc ni dans la justice, ni dans la société. Et dans un contexte où on ne peut ni imposer, ni décréter, ni créer les communs, parce que ceux-ci, on les accompagne. Merci pour cette remarque et cette question. Monsieur ?
Oui, bonsoir, merci pour vos interventions. Donc, je m'appelle Jean-Luc Caffin et je viens de terminer une thèse à Paris 1 sur le financement l'aide au développement et le financement basé sur la performance. Alors, ma question, c'était... Monsieur Bourguignon soulignait que c'était important de refaire de l'impôt pour faire de la cohésion sociale. Alors, je pense que ça répondait aussi à une critique de l'aide qui était de limiter la redevabilité entre les États et leur population. Mais il y avait un autre pendant de cette critique, c'était que les bailleurs eux-mêmes pouvaient, à travers les conditionnalités qu'ils mettaient en œuvre, avoir un impact sur la cohésion sociale. Et, je me souviens d'une intervention de Jean-Michel Severino qui disait a posteriori, moi quand je suis directeur général de l'AFD, je rends des comptes au ministère des Finances et pas aux pauvres des pays en développement. Et dans ce cadre, est-ce qu'on n'a pas un effort de réflexion à faire au niveau des bailleurs ? Et est-ce qu'il n'y a pas des injonctions paradoxales, par exemple, à vouloir avoir des résultats à court terme, à vouloir faire de la diplomatie économique à travers l'aide quand on demande en même temps de préserver et d'accompagner le lien social des pays dans lesquels on intervient. Merci. Alors merci, là on finit avec 3 questions très lourdes, donc on va avoir du mal là. Mais on va quand même, on va essayer. Alors sur les inégalités de capital, François Bourguignon déjà. Oui, en fait j'aurais tendance à inclure les inégalités de capital ou de patrimoine ou de richesse dans l'inégalité des chances. Il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun patrimoine, n'ont aucune richesse. Il y a des gens qui n'en ont pas aujourd'hui, mais en auront demain, à travers l'héritage. Et puis il y a des gens qui ont effectivement patrimoine et richesse. Donc en fait, ça fait partie de l'inégalité des chances. Tout ce qui peut permettre de générer des revenus dans la vie des gens doit être considéré comme faisant partie des inégalités des chances. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'il faut taxer le capital, le redistribuer ? Qu'est-ce qu'il faut penser d'ailleurs de l'assertion de Oxfam sur 1%, 8 personnes qui détiennent 50% de la richesse de tout le monde. Enfin, j'insiste sur le fait qu'il y a dans la proposition d'Oxfam un problème de logique, dans la mesure où d'un côté on a des stocks et de l'autre côté on a des flux. On parle de gens qui ont beaucoup de capital et on dit que ces gens ont 50% du revenu. Donc il y a un problème de cohérence et je crois qu'il faut faire attention à ne pas faire de la publicité un peu facile au travers de ça. Maintenant, est-ce qu'il faut redistribuer la richesse ? Je crois qu'on est en France à un moment où se pose la question de l'intérêt et de l'importance d'un impôt sur la richesse, sur la richesse financière. La question reste posée. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça n'est pas possible ? J'insiste aussi sur le fait qu'effectivement, dans les pays en développement, la possibilité de faire bouger son patrimoine est plus facile. La possibilité aussi de le dissimuler est plus facile. Et surtout, la corruption est très importante. Donc, c'est peut-être moins facile de taxer la richesse, parce qu'il faut d'abord l'évaluer, ce qui est aussi quelque chose de compliqué. Songez que dans beaucoup de pays, on n'a pas de cadastre. On n'a pas donc la notion de propriété foncière n'a pas beaucoup de sens. On ne sait pas quelle est la valeur d'une exploitation agricole parce qu'elle est mal délimitée, parce que le marché est extraordinairement opaque. Donc ça rend la taxation des richesses un petit peu difficile. Mais si on avait une meilleure observation, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait. Jean-Pierre Marcelli, sur les 2 questions qui sont assez, à la fois les communs, mais aussi les injonctions contradictoires des bailleurs, là, de la dernière question. Est-ce qu'il y a des points que vous avez envie de mettre en avant ? Sur la jonction contradictoire des bailleurs, sur le court terme, sur le moyen terme,
les intérêts partagés aussi. D'abord, nous, on travaille avec des partenaires locaux, qui sont des bénéficiaires, mais d'abord des partenaires, qui sont d'ailleurs assez souvent des emprunteurs, donc il n'y a pas d'agenda qui est dicté. Il n'y a pas d'agenda qui est dicté. Et quand on finance des programmes, même quand il s'agit d'entreprises, c'est essentiellement des entreprises locales qui travaillent sur nos programmes. Et la diplomatie économique, par exemple, elle s'exprime uniquement sur la part des marchés internationaux. Et dans ces marchés internationaux, la diplomatie économique telle qu'elle est appliquée par l'AFD, c'est une question de mise en avant de la qualité, et éviter des phénomènes de dumping. Donc, on essaie de se distinguer en mettant souvent d'ailleurs en avant les questions d'impact environnemental et social, de transfert de savoir-faire et de qualité. Et c'est là où le distinguo peut intervenir. Et d'ailleurs, on en revient un peu au financement des infrastructures. En fait, nous faisait le reproche inverse il y a encore quelques années, c'est de financer trop d'infrastructures et pas assez d'éducation, parce qu'on n'avait pas assez de dons. Alors, heureusement, donc, le président a décidé de nous redonner des moyens assez considérables à partir de l'année prochaine qui vont nous permettre de remonter en puissance sur ces sujets, mais on n'a jamais opposé l'un ou l'autre, sauf si c'était une question de ressources. Mais quand on finançait des infrastructures, on a toujours eu en fait cette préoccupation de veiller, et on retombe sur le lien social, à ce que les impacts sur les populations ne soient pas négatifs par rapport aux bénéfices tirés en matière économique et de retomber aussi pour les populations à plus ou moins long terme. Donc je pense qu'il ne faut pas, lorsque c'est appliqué avec des préoccupations sociales et éthiques fortes, que ne pas opposer le fait qu'il puisse y avoir des intérêts partagés et les retombées à long terme. Il y a d'autres pratiques, beaucoup plus commerciales, qui, dans certaines situations, peuvent effectivement dicter des solutions à court terme, avec un bénéfice mutuel temporaire, aux dépens des impacts à long terme. Et sur commun, justice et société ? Sur commun, justice. Moi, j'avais l'impression que ce que dit Gaël Giraud sur les communs va dans ce sens-là, mais bon, c'est les communs extérieure. Les communs, ça vise en fait à préserver donc ce bien partagé, à maintenir un collectif pour en assurer une gestion et un bénéfice partagé. Et bon, c'est exact qu'en ce moment, c'est un bien qui a tendance à être menacé, les phénomènes d'accaparement, les phénomènes de modernisation des sociétés. Et je le disais au départ, lors de ma première intervention, donc les bailleurs de fonds, très certainement, ne sont pas suffisamment attentifs à préserver cet actif, et donc qui est essentiel pour vis-à-vis justement des questions de justice, de perception, d'inégalité. Donc oui, je prends tout à fait le point, et c'est un domaine sur lequel on doit s'investir encore plus à chaque fois que l'on commence à concevoir une opération de développement. Ça a certainement été excessivement négligé précédemment. Oui, vous y avez un dernier, parce qu'après on est en retard. Dernier, c'est simplement une petite anecdote qui, je crois, illustre tout à fait ce problème-là. Il se trouve que j'étais, il y a quelques années, je donnais une conférence au Kenya, et la conférence était plutôt sur protection sociale, filet de sécurité, etc. Et donc j'essayais de convaincre mes interlocuteurs, qui étaient surtout des étudiants en fait, du bien fondé de ce genre de politique qui préservait justement le capital humain lorsqu'il y avait des chocs qui affectaient les familles. Et au moment des questions-réponses, un des étudiants s'est levé et a dit « Mais ce que vous voulez faire, c'est tuer le modèle africain. » Et d'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, c'est ce dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure, c'est effectivement dire on remplace la solidarité familiale ou de la famille élargie, etc., par quelque chose qui devient anonyme, et donc on casse du commun de façon tout à fait délibérée. Mais en même temps, on permet des choses et on permet une sécurité qui n'existait pas auparavant. Donc il y a un problème d'arbitrage de ce point de vue-là, mais
d'une certaine façon, le processus de développement, à un moment ou à un autre, casse du commun ou de la culture commune. C'est dans la nature du processus. Très bien. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Et on finit ce panel là-dessus. Merci. Merci à chacun et chacune. Merci pour ce dernier panel. Je voudrais, au nom de toute l'Agence française de développement, remercier très chaleureusement les panélistes de la journée. 2 chiffres intéressants. Nous sommes 431 dans cette pièce, pas complètement, certains sont dehors, etc. à la cafette. Nous sommes 431 et là-dedans, il y a un gender equality parfait, puisque 50% d'entre vous êtes des femmes, 50% êtes des hommes. Pas absolument sur la scène, mais ça, c'est aussi un biais qu'il y a dans le milieu académique. En revanche, dans la salle, nous avons enfin réussi à avoir un gender equality parfait. Alors, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir Thomas Melogno et Gaspard Fontini, qui vont nous adresser la parole. Merci. Bien, merci beaucoup Gaël. Je voudrais à mon tour remercier l'Institut du monde arabe pour son accueil aujourd'hui, nos collègues de la Commission européenne qui sont associés à ce programme de recherche sur les inégalités, et puis effectivement tous les intervenants et les participants à cette journée. Alors je trouve que c'est toujours important à la fin d'une conférence de se demander ce qu'on a appris et ce qu'on a produit. Alors je me suis penché dans les archives de la recherche à l'AFD. Figurez-vous que la recherche a été créée à l'AFD au début des années 2000. Et juste après la création du département de la recherche, à l'époque à l'initiative de Jean-Michel Severino, Pierre Jacquet était le chef économiste, Robert Pécou, le directeur de la recherche, la première grande conférence portée par l'AFD avait porté sur la question des inégalités. C'était dans une perspective assez différente. On était dans le paradigme des OMD, c'était essentiellement une problématique nord-sud. L'angle d'attaque, c'était la manière dont la croissance peut permettre de sortir de la pauvreté. Donc on était aussi dans un monde peut-être plus caricatural, avec des pays riches plus riches, des pays pauvres plus pauvres et des pays à revenus intermédiaires sans doute moins nombreux. Alors la bonne nouvelle, c'est que les questions qui sont abordées aujourd'hui, fort heureusement, n'ont rien à voir avec celles qui étaient posées à l'époque, sinon on aurait pu penser que l'histoire se répétait, peut-être comme farce. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Et depuis 2 jours, j'ai noté que toutes les questions qui sont abordées, et qui sont celles qui font l'objet de notre programme avec la Commission européenne, sont davantage, plutôt que les inégalités entre pays, les inégalités au sein des pays. Ça ne veut pas dire que la question est moins pertinente. D'une certaine manière, les inégalités au sein des pays peuvent être plus politiquement explosives. Finalement, la richesse du voisin, si elle est excessive, peut sembler plus scandaleuse que la richesse d'un citoyen bien plus éloigné sur la planète. Donc, en tout cas, cette question de la croissance des inégalités au sein des pays est devenue, je crois, un fil conducteur de nos travaux. Deuxième aspect, avec la croissance, on a observé aussi, c'était le sujet du dernier panel, une contestation, une destruction du lien social, un développement de l'individualisme qui devient aussi un des sujets importants. L'AFD l'avait abordé il y a 2 ans à travers la conférence sur les communs, mais je crois que là aussi c'est une thématique qui sans doute était négligée il y a une quinzaine d'années et qui devient aujourd'hui plus forte. Les inégalités femmes-hommes ont été abordées sur la question de la composition des panels, mais plus fondamentalement sur la manière dont les politiques de développement peuvent les aborder. J'ai noté aussi pas mal de réflexions nouvelles, originales, sur la question des inégalités perçues. Et j'ajouterais aussi la question des inégalités anticipées. Dans certains cas, la violence de la société peut s'appuyer, se fonder non pas sur les inégalités telles qu'elles sont, mais sur l'immobilité sociale et sur l'anticipation que les inégalités ne bougeront pas. Et donc elles sont d'autant plus insupportables que les sociétés n'évoluent pas et donc que les inégalités, non seulement perçues, mais en réalité les inégalités de demain sont anticipées comme très fortes. Autre point que j'ai relevé, notamment hier, au fur et à mesure que les processus de développement se réalisent ou de transition, la question des inégalités relatives par rapport aux inégalités absolues se pose de manière plus prégnante. Si vous gagnez 1 000 €, votre voisin 2 000, et que la croissance permet de doubler les revenus de chacun, l'écart passe de 1 000 à 2 000 €. Et donc, si les rapports de revenus relatifs sont inchangés, les rapports absolus, eux, changent. Et dans la période que nous vivons, ce sont davantage les inégalités absolues qui posent question, en particulier entre pays, que les inégalités strictement relatives, ce qui plaide pour des innovations ou la mise en valeur de critères tels que le Gini absolu. Donc, je vous rassure, en 15 ans, les questions ont changé, ce qui implique d'ailleurs pour les agences et les banques de développement que les pistes opérationnelles changent. J'ai relevé aussi, à travers la dernière table ronde, mais aussi depuis 2 jours,
pas mal de questionnements sur le développement des politiques de protection sociale, par exemple, à la fois si importantes pour réduire les inégalités, réduire les vulnérabilités des populations les plus pauvres en cas de choc, mais une interrogation fondamentale sur la capacité dans les États, notamment les à faible revenu, à ce que les politiques de protection sociale traitent les populations les plus vulnérables. J'étais assez frappé par des papiers, notamment de Branko Milanovic, montrant que les systèmes de protection sociale fonctionnent beaucoup moins bien dans les pays en développement que dans les pays développés, essentiellement en raison de leur incapacité à traiter les populations les plus vulnérables. Je note aussi que les enjeux d'éducation ont été évoqués à plusieurs reprises. Et là encore, par rapport au paradigme des objectifs du millénaire, j'ai noté que les questions de qualité de l'éducation, d'adéquation avec le marché du travail ont fortement progressé. Et si on fait un bilan des 15 dernières années, en effet, on a observé une massification de l'éducation, mais on a observé aussi malheureusement plutôt une dégradation, en particulier dans le secteur de l'éducation publique, et ce qui pose des questions de développement parfois sauvage de l'éducation privée, mais aussi de désespérance des enfants, des adolescents, qui ont été dans les systèmes d'éducation publique, avec des conséquences politiques très importantes. Et là, je crois qu'on voit un appel très fort à la fois au gouvernement, mais aussi aux agences, aux banques de développement, à se réformer pour mettre la qualité davantage au cœur des politiques publiques. Également des appels que nous devons entendre, à ce que les politiques publiques, notamment de fiscalité, de redistribution, soient plus efficaces. J'ai noté par exemple que François Bourguignon interpellait sur l'évolution nécessaire de modèles de tax and spend plutôt vers du tax and invest pour que l'argent public, qui est rare, difficile à mobiliser dans des économies informelles, serve davantage à investir dans les politiques publiques, dans l'éducation pour prévenir les inégalités de demain plutôt que celles simplement d'aujourd'hui. Alors, donc, ayant évoqué cette question, évidemment, la question des suites, des publications, des réformes, des dialogues de politique publique se pose. Donc, je pense que d'abord, nous devrons faire un résumé, peut-être un policy paper issu de ces travaux. Donc là, je me tourne aussi vers Gaspard. C'est un appel peut-être à écrire ou à travailler ensemble pour que cette journée par nature académique ait aussi des supports, des publications pour interpeller les politiques publiques. Je rappelle aussi ce qu'est l'agenda devant nous. Comme vous le savez peut-être, le prochain G7 sous présidence française aura pour thème chapeau, pour thème mobilisateur, la question des inégalités. Donc je crois que le thème de cette conférence était particulièrement pertinent. Et sous le contrôle de Gaspard, je crois que les prochains Dev Days auront aussi pour thème les inégalités, mais je le laisserai en parler. Voilà. Ayant fait le bilan de 15 ans de recherche, j'ai envie de vous donner rendez-vous dans 15 ans pour une nouvelle conférence sur les inégalités, en espérant que nous aurons d'ici là trouvé des solutions aux questions d'aujourd'hui et probablement pour aborder celles de demain. Voilà, merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous d'être venus, d'avoir participé à ces travaux, et je laisse la parole à nos collègues de la Commission européenne à travers Gaspard Frontini. Merci. Okay, so good afternoon, everybody. I'm sorry I'm going to speak in English today. First of all, I would like to thank the Agence Française de Développement for inviting me to do these closing remarks, for involving so closely the European Commission in the organization of this conference, and also for the overall excellent cooperation we have had these years. I will not take a lot of time from you because I know we all may wish to continue our discussions during the drink, and somehow I have the feeling that I must be the last obstacle between you and your well-deserved drink, so I better be short. I would like nevertheless to thank all the speakers and participants for the very rich discussions and exchanges we had today, during the whole day, and for contributing to make this conference a real success. Personally, I think I learned a lot, and these exchanges, I think, will help all of us to advance in our respective work. In the case of the European Commission, I think these debates will certainly help us to advance in our ongoing reflection to better integrate inequality in our development cooperation. We value, I think, very much moments as today in which we can have an interaction between the world of research and more policy-oriented institutions like ourselves. Research and analytical work on one hand, and policy formulation on the other hand,
should be closely associated and should reinforce each other. And opportunities like today are very useful to progress in this direction. One element that I think was very clear from our discussions today, unsurprisingly, is that the scale of the challenge posed by inequality is huge. As we have seen today, inequality is a threat to social cohesion across the world, including in our own countries. As we have seen, inequality is a challenge that is at the crossroads of the three dimensions of sustainable development. Of course, the social dimension, but also the economic dimension and the environmental dimension. We should look at inequality as an obstacle to sustainable development worldwide. In the same sense, fighting inequality through development cooperation means working towards a more sustainable and stable world order. And I think this is the real challenge we are all facing today. I will not go to the details, but let me say that thanks to evidence produced by many, but in particular many people sitting today among us in this room, we know that inequality is negatively associated to economic growth in a sustainable way, that is an obstacle to poverty reduction, that is holding back women and girls, as well as other discriminated groups. And we also know that inequality negatively affects many other sustainable development outcomes, such as health and education, or environmental protection. All of this has been mentioned in a way or another today. The positive side of the story, though, is that now we have a universal agenda, a political agenda, the 2030 Agenda for Sustainable Development, to which we have contributed, I think, quite substantially to negotiate and to make sure that it included the fight against inequalities. We have this agenda that can help us putting across our message and improving our actions in a coordinating way worldwide. This agenda is common to all the countries in the planet, and we all have to respect that, and I think it's an excellent platform for our common work on inequalities. It has a specific goal, goal number 10, that is about reducing inequality between and within countries. But beyond that, the idea of inclusiveness, reducing inequality, leaving no one behind is all around the agenda. And in fact, the concept of leaving no one behind was one of the key concepts that allowed 190 countries in the UN to agree to the same agenda. Without that concept, I think there was no agreement in the agenda. So it's really key, and I think it's one very important political base in which that we can use in our work. In relation to EU development policy more specifically, we have a new policy framework. This is the new European Consensus for Development. One important feature of this new framework is that it covers both development cooperation at the level of the EU, but also development cooperation of each of the member states at their bilateral level. The consensus clearly puts inequality, addressing discrimination, and leaving no one behind at the heart of our development policies. It also explicitly requires us to reduce inequality of outcomes and to promote equal opportunities. Finally, and very importantly, it asks us to mainstream the reduction of inequality in our development cooperation instruments. So to think about how our instruments can better improve the fight against inequality. As our Director General Manservisi said this morning, the EU is dealing in many ways already in actions that fight inequality in a way or another.
From addressing discrimination to promoting decent jobs and financial inclusion, from promoting local development in order to address territorial disparities to promoting universal access to basic services, or supporting access to land and natural resources. However, the scale of the problem and the ambition of our international commitments requires us to go further and to do more to reduce inequality in our partner countries. Accordingly, we are in the European Commission thinking how we can do best and more. This includes continuing support and further strengthening existing EU development cooperation policies to make them more effective in tackling inequality. For instance, but this is an important example, we need to ensure that the EU external investment plan that we are putting in place, which in the coming years will be a key tool to promote growth and job creation, can deliver for all segments of the population, including the poorest and the most vulnerable. We also need to think how to harness the opportunities that exist to mainstream inequality through the project cycle, including the programming phase, the identification and formulation phase, the implementation, and the monitoring phase. We are also committed to strengthen our partnerships, including tailoring our engagement on inequality with partner countries based on their specific situations and needs. And we have seen today that there are many different situations that need different treatments. We will also need, and this is very important, to improve our coordination with the EU member states to deliver jointly on this common challenge. In an issue such as this one, Europe acting together can make the difference. Strengthening cooperation and collaboration with civil society will also be key. Finally, we need to continue building knowledge and capacity on this quite complex issue. In this respect, our cooperation with the Agence Française de Développement through the research facility is crucial. And I'm more than happy to take the invitation to continue cooperating and see what we can do after this conference to get these messages passed across even better. As we have seen today, the common problem that we are facing is huge, but we have an agenda to address it, and we are not lacking tools and commitment. We look forward to continuing the conversation on inequality and social cohesion with all of you as we go forward. From the EU, we will continue to engage actively in these topics. And I would like today to mention two milestones that are important for us in this debate, one of which has just been mentioned. In June next year, we will have our European Development Days. This year, they will be concentrated on the issue of inequality. They will bring together leaders, policymakers, practitioners, research from all over the world during 2 days to share analysis, discuss experience, map priorities for the future. You are all invited to join. The second milestone I wanted to mention is the High-Level Political Forum in New York. It will take place in July. This year, it will review a number of goals, including goal number 10. This is another very good opportunity to have a discussion on inequality with partners from all around the world. I invite you to engage also in that discussion. At that occasion, we will be presenting a joint report with the EU, between the EU and the member states, trying to assess how we jointly support developing countries in meeting the objectives of the 2030 Agenda and the SDGs.
inequality will feature prominently in this report. So it will be another good opportunity to engage in this discussion. This being said, and since I have promised to be short, and already I'm not too short, I will end up here by thanking again all of you for your participation, by thanking the organizers for this conference, which I personally think was extremely successful and useful. Thank you very much. Un dernier mot avant que nous quittions la salle pour remercier tout le monde. D'abord, évidemment, nos intervenants, nos intervenantes, la Commission européenne, puisque Gaspard est parmi nous, c'est l'occasion de vous redire combien nous sommes heureux et combien ça nous engage que vous nous ayez fait confiance dans le cadre de des 4 millions qui sont mis à notre disposition pour travailler sur les questions d'inégalité. L'Institut du monde arabe qui nous accueille dans ces magnifiques locaux. Les partenaires médias qui ont travaillé avec nous d'arrache-pied depuis 48 heures, donc Le Monde, The Conversation et France Média Monde. Tous les chercheurs, alors comme j'en vois quelques-uns, Murray de Cape Town qui est ici, monsieur et madame Guillaumont qui sont par là, etc. Donc je voudrais vous remercier tous. Je ne peux pas tous vous nommer, c'est impossible. Mais sachez qu'évidemment, notre dette à votre égard est immense. Tous les participants qui sont ici, et je crois que la qualité des débats qu'on a eus aujourd'hui a été aussi très largement tributaire de la qualité des questions que vous nous avez posées, questions qui, pour une partie d'entre elles, continuent d'être ouvertes pour nous aujourd'hui, qui vont nous inspirer pour notre travail à venir, notamment les questions sur les communs qui ont été posées tout à l'heure. Et puis, je voudrais remercier très, très chaleureusement les équipes organisatrices, notamment celles de l'AFD, qui ont travaillé beaucoup, nuit et jour, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour que cet événement soit le succès qu'il est. Et puis, l'ensemble des prestataires qui les ont accompagnés. Je crois qu'ils ont tous mérité d'être très chaleureusement applaudis. Et puis maintenant, je vous invite tous et toutes à un cocktail dînatoire qui est au 9e étage de la maison. Donc vous prenez un ascenseur, vous montez au 9e, vous verrez la vue sur Paris est splendide. Paris by night, c'est juste magnifique. Donc venez, ne partez pas tout de suite. You are all invited for a cocktail on the 9th floor. So you can take the lift, floor number 9, and the view, the side on Paris is just beautiful. So please come. Thank you. Bye-bye.